de l'État est de retour à Bamako sur l'invitation de son homologue français Ibrahim Boubacar Keïta prenait part à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à l'inauguration du mémorial acte dédié à la traite et à l'esclavage, un mémorial qui a coûté environ 54 milliards de francs CFA. Les détails de la cérémonie avec nos envoyés spéciaux en Guadeloupe, Adama Kamara et Brahma Traoré. Faire de notre pays une puissance agricole d'ici à 2020, c'est bien possible. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé le ministère du Développement rural. Il l'a réaffirmé lors de la 5e revue sectorielle conjointe du secteur agricole. Nous sommes lundi 11 mai, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Bonsoir à tous. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 11 mai 2015, dans la région de Tombouctou, une mission de ravitaillement des FAMA en provenance de Goundam est tombée dans une embuscade près de la localité de Tintelout. Au cours de cette embuscade, tendue par des éléments de la coalition des mouvements de l'Azawad Sema, 9 militaires maliens sont morts, 14 autres ont été blessés. Aux familles endeuillées, le ministre présente ses condoléances et sa profonde compassion. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de la Défense et des anciens combattants encourage les forces armées dans leur mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Il appelle l'ensemble des populations à soutenir plus que jamais l'armée nationale en campagne de défense de la patrie. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako en début de matinée en provenance de Guadeloupe. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Modibo Keïta ainsi que par des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Je vous rappelle que le chef de l'État assistait hier à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à l'inauguration du mémorial acte dédié à la traite et à l'esclavage. Notons que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et 2 autres de ses pairs africains étaient les invités du président français François Hollande. Arrêtons-nous un instant sur ce moment d'intense émotion hier à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il s'agit bien sûr de l'inauguration du mémorial acte dédié à la traite et à l'esclavage. Par ce geste, le président français rend hommage aux nombreuses victimes de cette tragédie humaine. François Hollande veut surtout que le monde n'oublie pas cette période hélas triste de l'histoire des peuples africains. Pour la coupure officielle du ruban de ces mémorials qui a coûté environ 54 milliards de francs CFA autour du chef de l'État français, plusieurs hauts dirigeants de Caraïbes et d'Afrique, parmi eux notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nos envoyés spéciaux en Guadeloupe, Adama Kamara et Brahma Traoré, reviennent sur cette cérémonie. Si la mémoire inspire l'avenir, les mémorial actes symbolisent désormais la plus grande tragédie de l'histoire. Entendez là la traite et l'esclavage. Le grand complexe ouvre officiellement ses portes et c'est le président français François Hollande qui a coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque d'inauguration. C'est un monument historique bâti sur un site historique. Ici, à Pointe-à-Pitre, des millions d'esclaves furent débarqués et transportés. Véritable commerce humain rappelé par le chef de l'État français, pour qui pas question d'oublier cette exploitation de l'homme par l'homme. Le monde fut alors pris dans un tourbillon, celui du commerce triangulaire, avec des personnes réduites à l'état de marchandises, ces femmes, ces hommes, ces enfants, enchaînés à fond de cale, transportés comme des objets, comme des matières premières, échangés, promis un labeur épuisant, en vertu de lois et de codes que la justice, à l'époque, faisait implacablement respecter. Oui, a-t-on tout dit? A-t-on tout retenu?
Le Memorial Act a donc été conçu à la hauteur du crime commis. Lieu de mémoire et de recueillement, le grand complexe muséal est également dédié à l'enseignement et à la recherche. Il se veut enfin ouvert à l'expression des artistes locaux, caribéens et internationaux, ce qui se traduit d'ailleurs par des expositions temporaires et permanentes. Il s'agit de renaissance. Il s'agit de lieu mémorial. Il s'agit de métamorphose de soi et de site. Il ne s'agit point de pensée insurrectionnelle, mais bien d'action résurrectionnelle. Il est de rares instants dans la vie d'une communauté et dans celle d'un homme où l'on peut ressentir cette curieuse et forte impression d'être à la fois témoin et acteur d'un grand moment historique. C'est ce sentiment qui m'anime sur ce site chargé d'histoire qui vit aller et venir tant de navires négriers. Les mots qui étaient attendus ont été dits. Vous avez vu l'apothéose quand il s'est agi de Haïti pour en matière de réparation. Et la promesse qui a été faite à cet égard-là, qui est dans le prolongement de ce que Haïti a signifié à un moment donné de l'histoire mondiale. La première révolte comme l'a dit Césaire, de la négritude debout face à l'indignité, face au mépris de l'homme en tant qu'être. L'Afrique se devait d'être là. Et nous sommes le continent de départ de nos frères. Nous sommes reconnus comme les parents de ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ont dû renaître, recréer un nouveau monde ici sur les terres d'Amérique. Je pense donc que cela a été dû, que nous fussions présents, le président Macky et moi-même. Une très belle journée, une journée historique, une journée mémorable qui restera. Le Memorial Act va certainement renforcer l'image culturelle de Guadeloupe. Son ouverture officielle au public est prévue pour le 7 juillet 2015. 300 000 visiteurs y sont attendus par an selon les autorités de la région. En marge de l'inauguration du Memorial Act, c'était un sommet sur le climat. Le chef de l'État français, dans son allocution à ce forum, a rappelé que s'il y a un défi réel qui se pose aujourd'hui à l'humanité, c'est celui du climat, des changements qui provoquent des guerres, la famine et même l'immigration. Vous vous rappelez sûrement des centaines de victimes, en majorité maliennes, qui ont perdu récemment la vie dans un naufrage sur la Méditerranée, une immigration irrégulière qui tue que sans dos. Et justement, la problématique a été largement évoquée à l'occasion de l'inauguration du Memorial Act en Guadeloupe. Là-dessus, François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta ont une identité de vue. Je vous propose d'écouter le chef de l'État au micro de nos envoyés spéciaux. Ce sont les mêmes causes, les mêmes raisons, l'appât du gain, qui n'a absolument rien à voir avec le respect de la dignité humaine, de la personne humaine, qui pousse ces négriers de l'art nouveau à entasser nos jeunes vies, nos parents dans des cargaisons et avec des stations de l'Europe, mais qui ont finalement comme destination finale le fond de la mer Méditerranée. Cela est un scandale et je pense que nous avons commencé à sensibiliser au Mali, nous allons continuer de le faire pour que cela puisse cesser. Il n'est pas normal que nos jeunes vies dont nous avons besoin au développement du Mali et du continent viennent échouer lamentablement dans les eaux de la Méditerranée en raison de la cupidité et de la rapacité de certaines personnes. Donc je crois que Hollande a parfaitement raison d'avoir insisté sur ce fait-là. Ici à Bamako, précisément à la primature, le chef du gouvernement, Modibo Keïta, a reçu cet après-midi le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Avec Pierre Bouyoya, il a été question de la situation politique actuelle de notre pays, à savoir la signature de l'accord d'Alger prévu pour le 15 mai 2015. Le chef de la MISAEL s'est dit optimiste quant à la signature de l'accord d'Alger. Il est au micro de Kadjia Toukouni. La situation politique à la veille du 15 mai, en particulier qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que
la cérémonie de signature puisse se passer dans les meilleures conditions, en particulier pour que nous puissions avoir toutes les parties à la signature. On a largement discuté de ce qui est en train d'être fait par les uns, par les autres, par le gouvernement, par la médiation et par la communauté internationale d'une façon générale. Je constate donc que d'abord la décision de maintenir le cap est ferme, le cap est du 15 mai, et que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour avoir tout le monde au moment de la signature. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des parties qui sont réticentes? Bon, vous le savez, il y a des partis qui sont encore réticentes. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont signer. Le lendemain, ils disent le contraire. Mais comme j'ai dit, les efforts sont en train d'être faits pour ramener tout le monde. Espérons qu'on pourra y arriver. De toute façon, même si l'un ou l'autre mouvement ne vient pas, la décision est d'aller de l'avant et de laisser l'accord ouvert à la signature ultérieurement. Je ne suis pas du tout pessimiste, je suis optimiste. Je pense que, et je partage cet optimisme avec beaucoup. J'étais aussi venu réitérer le soutien de l'Union africaine au gouvernement du Mali en cette période. Optimistes aussi les femmes de l'association Al-Kamarama. Elles viennent d'initier un atelier sur le rôle de la femme dans le processus de paix et du vivre ensemble. Cet atelier vise également à informer les femmes maliennes sur le contenu de l'accord d'Alger. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Il est urgent de trouver une issue favorable et définitive à cette insécurité qui sévit dans le nord de notre pays. Pour l'association Al-Karma, les populations maliennes souffrent aujourd'hui de cette crise et l'accord d'Alger est une convergence de vues sur les grandes questions nationales. Voilà le sens de cet atelier qui vise à informer les femmes maliennes sur le contenu de l'accord et la manière dont les populations doivent vivre ensemble. Mes sœurs, vous qui êtes originaires du Wassoulou, du Mandé, de l'Adrar des Iforas, du Massina, de la cité des Askia, du Kénédougou, du Gourma, du Haoussa et de la ville des 333 saints, dont je suis originaire. Dans la fraternité retrouvée, dans la communion des idées et la symbiose des pensées, nous allons échanger, discuter et analyser le contenu de l'accord d'Alger paraphé le 1er mai 2015 et convenir d'un vivre ensemble des communautés Bambara, Arabes, Peul, Songoï, Touareg et Dogon. Je vous invite à l'assiduité doublée d'une participation active et sans complexe pour que de ce séminaire sortent des recommandations pertinentes permettant de mieux comprendre l'accord, de transcender les susceptibilités, d'éviter les amalgames d'interprétation et d'avoir une vision partagée du processus pour un meilleur vivre ensemble. Plusieurs sous-thèmes sont au menu de cet atelier de 2 jours. Entre autres, la place et le rôle de la femme dans l'accord pour la paix et la réconciliation, les défis, enjeux et perspectives sécuritaires au Mali, l'accord d'Alger, quelle opportunité pour les femmes. Le rôle des femmes, c'est crucial dans le développement d'un pays. Parce que qu'on ne l'accepte ou pas, elles sont meilleures gestionnaires que nous les hommes. Elles permettent vraiment de souder la société. Donc je pense que le défi pour vous, mesdames, ça va être à partir du 16 mai 2015, après la signature des accords ici à Bamako. L'association Al-Karama soutient qu'aucune autre intervention ne pourra résoudre la crise malienne si ce n'est le dialogue. Restons avec les femmes et je vous informe que demain, justement, une marche est organisée pour la paix. Elle partira de la Bourse du Travail au monument de l'Indépendance. À suivre donc après ce journal, l'appel à la marche de plusieurs associations féminines maliennes, un appel lu par le porte-parole de ces associations, Diallo Deja Katra. La population de Tombouctou dit oui à l'accord de paix dont la signature est prévue ce 15 mai. En tout cas, les différentes communautés sont dans une et même logique, celle de la paix. Adama Djimde, les détails.
Cette mission du chef de la division droits de l'homme de la MINUSMA est venue s'imprégner des réalités du terrain. Pour ce faire, elle a eu des séances de travail avec les autorités régionales, les forces armées et de sécurité et les acteurs des droits de l'homme au niveau local. Après tout ce qui s'est passé de la situation dans le nord du pays, surtout ici à Tombouctou, dans la région de Tombouctou, il est question pour notre directeur de venir sur le terrain, rencontrer les collègues qui travaillent ici sur le terrain, échanger avec eux pour voir dans quelles conditions ils travaillent, quelles sont les conditions sécuritaires et maintenant par rapport à ces contacts que nous allons prendre avec même les partenaires, la division va revoir un peu sa manière, sa stratégie de travail sur le terrain afin que ça soit concorde avec la situation actuelle. L'entretien avec les médias et les organisations de défenseurs des droits de l'homme de Tombouctou a été une opportunité pour ces derniers d'aborder des questions liées à l'accès des victimes à la justice, la collaboration entre les différents acteurs et le fonds d'assistance aux victimes qui sera bientôt lancé. Ici, à Tombouctou, le patron du département droits de l'homme de la MINUSMA a beaucoup apprécié l'installation des clubs droits de l'homme au niveau du secondaire. Notez que l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali organise demain, mardi 12 mai 2015, à partir de 10h à l'Institut français, une conférence débat, thème de la conférence, la contribution de la MINUSMA au processus de la stabilisation du Mali. Une ambulance médicalisée et du matériel de bureau, c'est le don que la République d'Algérie vient de faire au Mali, un don destiné aux Prytanée militaire de Kati. Comme vous le constatez sur ces images, la cérémonie de remise s'est déroulée aujourd'hui au ministère de la Défense et des anciens combattants. Voilà une ambulance et du matériel de bureau pour notre Prytanée militaire de Kati. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, et son homologue de l'équipement des transports et du désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, en visite ce matin à l'Institut géographique du Mali. Le ministre était allé constater de visu la nouvelle presse de 6 couleurs de l'IGM qui sera désormais utilisée par la MAP pour son tirage quotidien. Pour la circonstance, un contrat a été signé entre la MAP et l'IGM. Le reportage de Mahamadou Doumbia. L'Institut géographique du Mali dispose d'une presse offset Litron 6 couleurs de marque Kimori à l'état neuf. Achetée jusqu'à hauteur de plus d'1,580 milliard de francs CFA, cette machine ultra-moderne a quelques pièces qui manquent. Et pourtant, ces installations intéressent l'agence malienne de presse et de publicité AMAP qui publie le quotidien L'Essor. Dans le contrat signé avec l'Institut géographique du Mali, la MAP s'engage à acheter les pièces qui manquent, à nettoyer et à faire achever le montage par des techniciens japonais de la firme Kimori, à raccorder aussi la machine au réseau énergie du Mali. C'est à l'issue de la visite que nous avons effectuée à la MAP il y a quelques semaines. Et au constat que l'imprimerie qui est là, c'est une imprimerie de plus de 30 ans. Je disais même que c'était l'autre siècle. Et au point que la MAP est obligée d'imprimer certaines pages de l'essor, c'est des imprimeries privées. Je trouve que c'est inacceptable pour un État que son principal organe soit dans telle situation. Et donc, dans la recherche de solutions, nous avons deux pistes. Il y a d'abord l'achat d'imprimerie propre de la MAP, mais qui va prendre quelque temps. Mais il y a une solution alternative dont nous avons entendu parler. C'est que l'IGM, l'Institut géographique du Mali, a une imprimerie de dernière génération qui a été achetée il y a quelques années, qui a toutes les qualités pour faire une imprimerie à hauteur de souhait. Nous avons donc approché notre collègue à qui nous avons expliqué le problème. Et vraiment, il a tout de suite réagi en disant qu'il n'y a pas de problème. Il lui propose qu'on mutualise les efforts, que tout de suite nos services techniques se mettent ensemble pour voir ce qui peut être fait. Et ce qu'on vient d'entendre ici, il vous en parlera parce que c'est un peu la cuisine interne de sa maison, nous donne un optimisme total. Ça veut dire qu'en réalité, il y a la solution au problème. Il s'agissait d'avoir une volonté politique,
Deuxièmement, qu'il y ait cette volonté de mutualiser les ressources de l'État qui sont déparées dans les différents départements. Et dans le cadre de la collaboration entre ministres, trouver une solution. Et nous avons imaginé avec les techniciens une solution qui va nous être proposée peut-être d'ici 1 ou 2 semaines maximum, afin que nous puissions porter auprès de qui de droit et résoudre un double problème. D'abord, la MAP pourra imprimer à hauteur de souhait l'essor, mais l'IGM aussi mettra son imprimerie à fonctionner, qui est là depuis 10 ans, qui a été payée pratiquement à plus d'1 milliard. Voilà l'objet, et je dois remercier mon collègue pour la promptitude avec laquelle il a réagi par rapport à notre demande. Et il pourra vous dire quelques mots sur cette question-là. Vraiment, je voudrais le remercier encore. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement le ministre pour son initiative et pour avoir vraiment pris à cœur cette question. Effectivement, il aurait pu aller ailleurs chercher d'autres solutions, mais le fait de voir une approche gouvernementale, une approche intégrée, sincèrement, c'est ça qu'il faut d'abord saluer. Deuxièmement, je voudrais vous dire que les machines que vous voyez, c'est de la première génération, c'est de très très belles machines qui ont été achetées à plus de 1,5 milliard il y a 10 ans, mais il manque seulement quelques pièces pour le rendre fonctionnel. Et dans ce cadre-là, nous sommes avec le ministre, ensemble pour pouvoir trouver les moyens les plus appropriés pour faire fonctionner cette machine. Pour les ressources demandées, ce ne sont pas des ressources assez colossales. Deuxièmement, nous allons aussi nous atteler pour savoir pourquoi et qui a fait ça, pourquoi et comment. Pour que vraiment des choses pareilles ne se répètent plus dans ce domaine. Troisièmement, vous verrez que la qualité de cette machine, les images qui vont sortir, au niveau sous-régional, on n'en trouvera pas plus. Et c'est ça qui est un grand réconfort. Et le fait de faire conjuguer nos efforts avec le ministre, vraiment c'est une initiative à saluer. Et nous vous donnerons vraiment bientôt rendez-vous pour que le premier tirage, que vous soyez tous là avec nous et que nous puissions le montrer l'effort du gouvernement et montrer l'effort de la solidarité gouvernementale. Le suivi est très simple. Nous avons mis nos 2 directeurs pour que le plus rapidement possible, que ce contrat soit opérationnel, que ça ne reste pas dans les tiroirs. Et comme le ministre vient de dire, dans les 2 semaines, nous aurons les informations nécessaires et très rapidement, nous cherchons à opérationnaliser ce contrat entre les 2 directions. Et il n'y a aucun problème. Ils ont notre soutien et nous sommes là, nous verrons là-dessus. Cette presse classique à commande numérique qui appartient à l'IGM sera d'une utilité incroyable pour la MAP avec 6 couleurs et une vitesse d'impression de 16 000 feuilles par heure. Elle peut atteindre aussi avec 3 équipes travaillant chaque 8 heures plus de 384 000 feuilles. Un mot d'agriculture, un secteur bien suivi par les autorités. Pour preuve, 15% du budget national lui est consacré afin d'atteindre cet objectif, faire de notre pays une puissance agricole d'ici à 2020. Fort de cela, la 5e revue sectorielle conjointe du secteur va peaufiner le plan de financement de l'agriculture, faire le point de la campagne 2014-2015 et de la mise en œuvre des recommandations de la dernière revue. Des travaux qui vont durer 2 jours, nous précise Modibo Mariko. 3 acteurs, l'État, les partenaires techniques et financiers, PTF et les producteurs. Un partenariat autour du secteur de l'agriculture qui, pour faire bouger les lignes, a besoin de se dire certaines vérités sur son financement. C'est ce que j'ai dit à les bailleurs. Si tu veux accompagner quelqu'un, là où il veut aller, il faut mettre ton argent là-bas. Mais si tu ne veux pas mettre ton argent là-bas, moi je dirais non. Le réexamen du statut et des missions et attributions de l'Office du Niger est une nécessité et une urgence pour atteindre les objectifs de doublement de surface irriguée d'ici 2020. Il s'agit de promouvoir une meilleure gouvernance dans la gestion de l'eau, de l'aménagement des périmètres irrigués, une plus grande participation du secteur privé dans le financement de cet effort et une plus grande transparence et équité dans la location de parcelles. Vous avez souhaité le réexamen du statut et des missions de l'Office du Niger. C'est la 2e fois que cette question nous revient. Maintenant, je vais demander très gentiment à nos partenaires de nous concéder une chose. Nous sommes un État souverain. Je pense que la décision des choix politiques pour ce qui est du secteur appartient au gouvernement de la République du Mali. Je voudrais que nos partenaires se contentent des choix que nous faisons et respectent nos choix.
qui respectent nos choix. C'est nous qui décidons du statut de l'OFII du Niger, c'est nous qui décidons du rôle et de la place que nous voulons faire jouer par l'OFII du Niger dans notre dispositif institutionnel et des missions que l'État voudrait bien confier à l'OFII du Niger. Je voudrais bien que dans cette limite, exprimer toute ma disponibilité à examiner toute autre question. C'est ainsi bien parti pour le débat. Des échanges qui, pendant 2 jours, passeront en revue les politiques et orientations stratégiques du secteur agricole et de gestion durable des terres, les plans d'investissement du secteur, l'état de mise en œuvre de la campagne 2014-2015 seront aussi au centre des débats. Il sera aussi question au cours de cette rencontre du financement de l'agriculture et de la mise en œuvre des recommandations de la 4e revue. L'objectif est de faire de notre pays une puissance agricole, une volonté déjà affichée par les autorités qui consacre 15% du budget national à ce secteur. Un engagement qui va au-delà de celui pris par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Malabo en 2014. Direction Sikasso, nous allons parler de l'assurance maladie obligatoire qui marche très bien, paraît-il, dans la région. C'est le constat fait par la vingtaine de journalistes de l'Association des éditeurs de la presse privée, ASTEP, à travers une caravane de presse initiée en collaboration avec les caisses nationales d'assurance Canam. Daouda Diakité, correspondance. Ils étaient une vingtaine de journalistes à prendre part à cette caravane de presse initiée par l'Association des éditeurs de la presse privée en collaboration avec la Caisse nationale d'assurance maladie Canam. L'objectif visé était de venir constater de près le fonctionnement du dispositif et échanger avec les acteurs sur le terrain afin de mieux informer la population. Le premier constat, c'est qu'il y a un fort engouement autour de l'assurance maladie obligatoire, surtout dans la région de Sikasso où on a été à Bougouni-Niana. Dans un premier temps, ce n'était pas évident parce qu'au niveau de la Canam, ils avaient mis l'application de l'AMO avant la communication, alors que la communication devait être un tout d'abord avant d'aller vers la prestation. Donc, la plupart des personnes interviewées sont vraiment contentes pour dire effectivement que l'AMO, c'est une réalité. L'arbre ne doit cependant pas cacher la forêt, car quelques difficultés d'ordre financier liées à la prise en charge des cas d'évacuation sur Bamako posent souvent problème, faute de disponibilité de fonds et la rupture des fiches dans certaines officines. Au niveau des centres de prescription, les bénéficiaires de l'AMO, les assurés et les ayants droit, souvent, ils ne vérifient pas les cartes ou les numéros. Donc souvent, c'est au niveau de la pharmacie que nous sommes obligés de faire ce contrôle. Si le travail se faisait en amont, on n'aurait pas de difficulté pratiquement. Sikasso compte de nos jours 511 344 adhérents immatriculés dans le registre de l'hôpital régional, dont la prise en charge des ordonnances s'effectue dans 18 pharmacies partenaires à travers la ville. Il faut signaler que l'étape de Sikasso intervient après celle déjà effectuée à Ségou, en 4e région. Semaine globale d'action en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Plusieurs activités ont marqué cette semaine dans une audience citoyenne communautaire. Candécila nous en parle. Au Mali, les causes à l'origine de 81% de décès infantaux-juvéniles sont évitables. En initiant passant la semaine globale d'action, l'ONG internationale World Vision entend mettre un accent particulier sur les communautés et les collectivités dans sa stratégie de lutte contre la mortalité infanto-juvénile, mais aussi dégager les perspectives des OMD après 2015. Le thème général de cette semaine, qui a mobilisé les autorités régionales et locales, les responsables de World Vision et les communautés, est « Ne reculons devant rien pour atteindre 0 décès évitable d'enfants de moins de 5 ans ». Le Mali a enregistré d'énormes progrès dans l'offre de services des soins de santé à travers la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Cependant, ces progrès demeurent insuffisants. Une audience citoyenne aura permis de recueillir les recommandations fortes des communautés. Des recommandations se rapportant, entre autres, au financement adéquat du secteur de la santé, la prise en charge gratuite des soins de santé, le recrutement et une bonne répartition du personnel sanitaire, la prise en charge à 100% de l'accès des femmes et des enfants aux moustiquaires imprégnés. La voix de citoyens maliens est très importante. Je suis en même temps encouragé par les recommandations qui sont claires et qui seront remises au monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour que lui, il puisse aller à Genève
avec la voix des Maliens comme vous. Les autres temps forts de l'événement ont été un marathon et un concert géant animé par Abdoulaye Diabaté et Milmo. Les travaux du 7e congrès de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali ont pris fin hier. Les travaux ont été sanctionnés par l'élection des nouveaux bureaux. Plus de 300 radios partenaires ont pris part à cette rencontre. Salima Tandao, compte rendu. Pour ce 7e congrès, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali s'est dotée d'un nouveau bureau. Un bureau avec à sa tête Bandigou Dante qui a déjà déterminé les défis à relever. Le premier défi auquel nous devons faire face, c'est le défi du rassemblement. Le défi du rassemblement, mais aussi le défi de la prise des initiatives visant à orienter les radios vers l'atteinte des objectifs de paix et de réconciliation souhaités par le peuple malien. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau bureau veut se baser sur les coordinateurs régionaux, ce qui permet de travailler efficacement avec les radios partenaires. Pour que nous puissions réussir cette mission, il faut responsabiliser davantage les coordinations régionales. À partir de Bamako, un bureau national ne peut pas gérer les radios de l'intérieur. Le bureau national doit être un chef d'orchestre. Il doit faire un rôle de facilitation. Il doit appuyer les coordinateurs régionaux. Ceux-ci aussi, à leur tour, doivent avoir le sens de l'implication des uns et des autres en recensant les bonnes idées, en procédant par un diagnostic sans complaisance de la situation sur le terrain, ce qui leur permettra de recenser les opportunités qui existent tant au niveau de la collectivité qu'au niveau des services déconcentrés de l'État ou au niveau des entreprises privées. À ces assises, l'URTEL a formulé certaines recommandations, notamment la revalorisation de l'aide à la presse et la formation continue des radios partenaires. Fin de la 18e édition de la Journée internationale des sages-femmes au CICB. Doter les sages-femmes de logements, surtout celles qui travaillent dans les zones difficiles, c'est l'une des conclusions de cette rencontre de 2 jours. Les détails, c'est avec Aïssata Saliou Maïga. Pendant 2 jours, les sages-femmes venues de toutes les régions du Mali ont échangé sur plusieurs thématiques, à savoir la disponibilité, l'accessibilité, la qualité des soins, l'importance de la planification familiale, le paludisme et la grossesse. À l'issue de ces travaux, les sages-femmes ont formulé des recommandations visant à améliorer leurs conditions de travail. Nous avons demandé à ce que toutes les sages-femmes, à quelque niveau de la pyramide qu'elles exercent, il faut qu'elles utilisent le partogramme. Et nous avons demandé aussi aux autorités de nous accompagner et de faire un recrutement sur poste. Cela va permettre de résoudre le problème de l'inégale répartition des sages-femmes qui aujourd'hui sont concentrées dans la capitale à Bamako et aussi dans les capitales régionales. Vous avez au cours de ces 2 journées échangé, discuté, et les résultats obtenus au cours de ces échanges constitueront, j'en suis sûr, une banque de compétences pour nos illustres sages-femmes. Le parrain de cette 18e édition s'est dit satisfait. Les sages-femmes se sont rendues compte qu'elles occupent une place très importante dans la politique de réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Elles ont pris la mesure de cette responsabilité-là. Elles ont participé à travers leurs questions, à travers ce qu'elles ont dit, à travers les engagements qu'elles ont pris individuellement et collectivement. Donc, je crois que c'est une réussite. À noter que Bamako abritera le premier congrès de la Fédération de l'Association des sages-femmes d'Afrique francophone, prévu du 19 au 21 octobre prochain. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance du public que les opérations de remise des cartes MINA ont débuté le mercredi 6 mai 2015 et resteront en cours jusqu'au samedi 30 mai 2015 au niveau des centres secondaires d'état civil en commune 5 du district de Bamako. À ce jour, le rythme de retrait de la carte est satisfaisant partout sauf dans les quartiers Badalabougou et Sema. Aussi, le gouverneur du district s'est pouvoir compter sur la mobilisation de tous pour le retrait de la carte MINA, pièce sans laquelle l'électeur ne peut se prévaloir de son devoir civique. Et c'est Togola Jacqueline Marinana qui portera les couleurs du parti RPM et ses partis alliés dans la course à la députation en commune 5. Les militants se sont donc mobilisés
combattante qui a étalé ses compétences et son savoir-faire partout où elle est passée. Il s'agit de Mme Togola Jacqueline Marinana. Les femmes du parti du Tisserand, le RPM, ont promis de réaliser au moins 80% en faveur de leur sœur, afin qu'elle soit élue dès le premier tour. Pour les dirigeants qui ont fait le déplacement en masse à la cérémonie de lancement de cette campagne, cette élection est un test pour démontrer que le RPM est un parti fort. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, mardi 12 mai 2015, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, RPM, Jacqueline Marie Nana, 9h30, URD, Boubou Diallo. Et vous pourrez suivre après ce journal le message de campagne du Front populaire de la commune 5 et du RJP. Aujourd'hui, 11 mai, c'est la date anniversaire de la mort de Bob Marley. Fidèle au rendez-vous, le mouvement Rastafari du Mali, Mourasma, a organisé un point de presse. Il était placé sous le signe de la sécurité routière. Baby Kone, reportage. Il s'agit bien du 34e anniversaire de la mort de Robert Nesta Marley, communément appelé Bob Marley. Placé sous le signe de la sécurité routière, l'occasion a été bonne pour le mouvement Rastafari du Mali, Mourasma, d'échanger sur les différents combats menés par Bob Marley pour la sécurité des citoyens du monde. Pour ce 34e anniversaire, les organisateurs entendent immortaliser Bob à travers plusieurs activités. Robert Nesta Marley, 34 ans après sa mort, il nous a toujours chanté l'importance de la vie humaine quand il dit « wake up and live ». Donc « wake up and live », levez-vous et vivez. Pour se lever, il faut être sur deux jambes. Pour vivre, il faut être en bonne santé et il faut être bien portant. Donc le mouvement Rasta du Mali, en plaçant cet anniversaire sous le signe de la sécurité routière, respecte un peu l'engagement de Marley par rapport à la vie. Parmi les sujets abordés, figure en bonne place la sensibilisation des élèves dans les écoles pour un changement de comportement afin de réduire le taux des accidents de la circulation et aussi promouvoir la paix dans les pays. Pour ce faire, les organisateurs invitent les citoyens à l'unité nationale. Les jours à venir, nous allons sillonner quelques écoles de deux rives, les tout petits, les jeunes, pour les parler un peu de la circulation routière et la conduite adoptée quand on est en circulation, modestie, courtoisie, sagesse. Je pense que ça c'est la base même de la sécurité et de la prudence en matière de circulation. La seule démarche qui vaille selon le mouvement Rasta du Mali est la paix. Donc vivement nous prions pour le retour de la paix dans notre pays. Ce 34e anniversaire de la disparition de Bob Marley sera l'occasion pour de nombreux artistes musiciens de s'approprier son expérience. Et ce communiqué, le président de la Cour constitutionnelle, Mme Manassa Danyoko, a reçu en audience Boulkassou Maïdara, président du Conseil économique, social et culturel, accompagné des membres de son bureau. Le tout nouveau bureau du Conseil économique, social et culturel est venu rendre une visite de courtoisie aux membres de la Cour constitutionnelle. La chronique santé du jour s'intéresse à la lutte contre le VIH au Mali, précisément le contexte de création de Arcade Sida. Arcade a soufflé en décembre dernier ses 20 bougies. Focus Santé revient sur le parcours de l'association de lutte, une réalisation de Tchessera Lamili. C'est en 1994 que des professionnels de la santé, des sociologues, des personnes vivant avec le VIH et leurs parents se sont mis ensemble pour créer Arcade Sida, l'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH. À l'époque, le VIH semait une terreur sur laquelle on se taisait. Le docteur Aliou Silla, membre fondateur de l'association, était médecin dans un centre de santé communautaire. Dans ma file active de patients, j'avais fait un constat que de 93 à 94, j'avais un nombre élevé de personnes qui venaient d'Abidjan, d'Afrique centrale, résidant à Sébenigro et qui vivaient du VIH, qui mouraient du sida. Il n'y avait pas l'annonce
on n'annonçait pas le statut sérologique. Et si vous vous rappelez, on parlait de P83. Donc les gens ne savaient pas que c'était le test du VIH. Donc, nous, c'était une façon de répondre à cela. C'était une révolte pour dire, certes, les médecins ne savent pas comment communiquer, comment s'y prendre. Et nous, passionnés, motivés, on avait une conviction ferme en se disant, il faut faire quelque chose. Les efforts que les uns et les autres déployaient ne suffisaient pas. Pour être efficaces, ils ont décidé de créer une association avec une forte implication des personnes vivant avec le VIH. La prévention était de mise, mais la prise en charge, qui était pourtant l'objet de la création de l'association Arcade-Sida, était peu évoquée. Les partenaires techniques et financiers, les programmes nationaux étaient axés sur la prévention du VIH-Sida. Les médicaments antirétroviraux, les médicaments qui soignent le sida, n'étaient pas encore là. Même dans les pays du Nord, les médicaments antirétroviraux sont venus à partir de 1996. Le système de santé du Mali, à l'époque, n'était pas prêt parce que les médecins, les ressources humaines qui y étaient, n'étaient pas préparés à l'accueil des malades du sida. Et enfin, la majorité de la population malienne niait l'existence de la maladie. Les tâches alors assignées à la nouvelle association étaient l'accès à la prise en charge du VIH à travers la recherche, la communication et l'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH. Donc notre première activité, c'était de comment préparer les patients à leur parler du statut VIH et de faire l'accompagnement maintenant à domicile. Nous, essentiellement, c'était les soins à domicile parce qu'il n'y avait pas de médicaments comme les antirétroviraux à cette époque-là. Donc c'était les soins palliatifs, c'était de soulager, de réconforter, d'avoir de l'accompagnement psychosocial au niveau familial. Arcade-Sida fera une prise en charge à domicile jusqu'à la création en 1996 de son premier centre de prise en charge globale, le CESAC, centre d'écoute, de soins et d'accompagnement, grâce à un appui de la coopération française et du ministère de la Santé. Aujourd'hui, le Mali compte près de 30 000 personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral. Plus de 51% de ces personnes sont prises en charge par le dispositif mis en place par Arcade. Un maillage comprenant 2 centres d'écoute et de soins et d'accompagnement CESAC, plus de 10 unités de soins et d'accompagnement appelées USAC et intégrées à des centres de santé de référence du pays. Aujourd'hui, à Arcade-Sida, quand on parle de succès, on pense à tous ceux qui ont fait de petits gestes en public ou dans l'anonymat pour que les soins liés au VIH soient gratuits au Mali. Voilà, c'est tout pour cette édition. Mohamed Ould-Mamouni sera là aux environs de 21h30 pour le JT des formations. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga et je serai là pour les éditions du soir, j'espère. Grand merci à nos téléspectateurs de Ségou et de Sikasso. Bonsoir à tous.